Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Sans plus tarder, place à notre sommaire. Et on commence par quoi le samedi? On commence par l'aliment de la semaine, place au miel aujourd'hui. Ensuite, au boulot avec ces jeunes mamans qui accouchent et qui reprennent le chemin du travail. Eh bien, on vous dit tout ce matin dans quelques instants. Après, on va sur la femme aspirante de cette semaine. Ma super femme, c'est la toute jeune présidente de la FEM. Et pour finir, la rubrique santé, j'ai un eczéma. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On tentera de répondre à cette question. Mais pour l'heure, je retrouve calmement et sereinement mes invités. À tout de suite. Allez, un petit moment à passer ensemble. C'est un plaisir de vous retrouver. Toute l'équipe vous accueille chaleureusement et c'est un plaisir pour moi de recevoir en plateau les personnes qui ont accepté de faire cette émission avec moi aujourd'hui, à commencer par vous. Madame Lehlo, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là, d'avoir fait le déplacement depuis Casa, jeune maman que vous êtes. Oui. Et avec vous aujourd'hui, cette rubrique au boulot, comment reprendre le chemin du travail après l'arrivée de bébé. Vous êtes en plein dedans, vous allez nous raconter tout ça dans un petit moment. Vous êtes consultante en développement personnel et management et DG de Compétences Plus. Avec nous également Aïcha Amrani. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir. Merci. Vous êtes la toute jeune présidente de la FEM, Tout à fait. l'association des femmes chefs d'entreprise au oui. Maroc. Merci beaucoup Tout d'être à là, fait. madame. Je vous en Vous êtes notre prie. femme aspirante de cette semaine. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Marhaba. Et à vos côtés, Leïla Ben Ammar. Bonjour, Leïla, Yasmina. docteur Ben Ammar. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi, c'est partagé. Vous êtes dermatologue. Exactement. Et avec vous aujourd'hui, un sujet pas du tout glamour. Assez compliqué, disons. C'est compliqué, pas du tout glamour. Un eczéma, c'est quoi? On en parlera avec vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, de la même manière qu'on galvaude un petit peu les allergies, eh bien, on parle aussi tout le temps, constamment d'eczéma. Dès qu'il y a une éruption, j'ai un eczéma. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les professionnels? Eh bien, vous allez nous dire tout ça dans quelques instants, nous expliquer tout cela. On commence par quoi le samedi matin? Par l'aliment de la semaine. Gros plan aujourd'hui sur le miel. Le miel est un précieux cadeau de nos amis les abeilles. Connu pour être une alternative au sucre, sa texture épaisse et liquide est idéale pour la préparation de bons petits délices. Le miel est produit exclusivement à partir du nectar de fleurs butiné par les abeilles. C'est un produit 100% naturel récolté directement dans la ruche. Une petite ruche peut avoir un rendement de plus ou moins 15 kg de miel et ce chiffre peut aller jusqu'à 60 kg pour les plus grosses ruches. Il existe différents types de miel et chacun d'eux provient d'une source florale différente. Les plus courants sont, entre autres, les miels d'eucalyptus, d'agrumes, d'acacia, de thym, de lavande ou de romarin. Aliment riche en énergie et en antioxydants, le miel est composé à plus de 80% de glucides. Il contient principalement deux sucres, le fructose et le glucose, des sucres simples et facilement assimilés par l'organisme. Même si le miel contient de faibles quantités de minéraux et de vitamines, les recherches ont montré qu'il possède d'innombrables vertus. C'est d'abord un anti-inflammatoire naturel. Il peut être très efficace pour soigner les maux de gorge et les rhumes. Il a également un pouvoir régénérant, antibactérien et antiseptique puisqu'il accélère la cicatrisation des plaies et soulage les brûlures. Le miel est aussi connu pour ses propriétés hydratantes pour la peau et les cheveux et connaît un large succès dans la fabrication des soins naturels. Nourricier et guérisseur, le miel est bien plus qu'un simple aliment. N'hésitez pas à privilégier un miel pur et biologique afin de profiter pleinement des bienfaits de ce merveilleux don de la nature. Alors, le miel sur l'assiette, sur le visage et sur les cheveux. Aïcha Amrani, Oui. vous êtes miel Oui. dans l'assiette ou sur le visage? Partout. C'est vrai? J'adore. C'est très efficace, exactement. C'est très bénéfique. efficace, oui, exactement. Leïla Ben Il n'y a Ammar, pas mieux pardon. que le naturel. C'est vrai, vous avez raison. Leïla Ben Ammar. C'est un produit que j'aime énormément, que je consomme régulièrement. Maintenant, pour l'application cutanée, certes, mais il reste quand même assez Ça, cher. c'est la dermato qui parle. Il faut avoir Mais c'est un efficace, certain c'est pouvoir vrai d'achat. Il a un pouvoir cicatrisant indéniable. D'ailleurs, C'est il y a vrai. des crèmes cicatrisantes à base de miel, uniquement de miel et de... Donc, ce n'est pas seulement des recettes de grand-mère? Non. Non. Ça marche, hein, des fois, les Des recettes, recettes de grand-mère. OK. Mariam Lehlo,
Le miel, vous êtes Moi, j'en dans l'assiette consomme beaucoup de miel et je trouve que c'est très bénéfique justement à cause des maux de gorge qui peuvent arriver ou des allergies. Et vraiment sur la peau, je l'ai testé quelques fois et ça marchait très bien. Sur le visage? Sur le visage, j'ai jamais essayé, mais sur la peau, oui. En général. Bon, ben ça c'est le miel, ça c'est dit. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va aller au boulot tout de suite avec vous, Madame Lehlo. Madame Lehlo, Mbark Msaoud, félicitations, l'arrivée de votre tout petit, Mohamed Jad, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Qui est en haut, effectivement. On aurait voulu le faire dans une autre salle. Dans une autre salle, exactement. Mais voilà, félicitations et merci à la maman dynamique que vous êtes d'avoir accepté de venir faire cette émission pour les autres mamans dynamiques qui nous regardent. Donc vous êtes consultante en développement personnel et management et DG de Compétences Plus. On a fait pas mal d'émissions ensemble, mais ça c'est un vrai acte de confiance vis-à-vis de nous. Merci beaucoup. Alors, pourquoi on vous reçoit aujourd'hui? C'est parce que c'est vrai que bon, la maternité, c'est un super moment de la vie de toute personne qui vit cet état-là, mais ça nous coupe complètement de la réalité et ça nous coupe surtout de notre réalité professionnelle. Sauf que, après l'arrivée du bébé, après quelques temps, il faut revenir au travail et ça, c'est pas toujours évident. On en parle souvent avec, d'un point de vue purement professionnel d'entreprise, mais on oublie aussi, par exemple, que les sportives, les femmes sportives sont concernées. Nous sommes allés à la rencontre de Fayrouz Bani, elle est championne du Maroc en gymnastique, professeure actuellement de ballet fit et zumba et fondatrice du Bin Swim Run. Elle nous raconte un petit peu son vécu avec la grossesse et surtout après l'accouchement, donc comment elle a eu éventuellement un peu de mal à retrouver ce corps qu'elle connaissait tellement bien. On regarde. Ça faisait 1 an et demi que j'étais lancée dans une carrière de professeur de danse et de zumba. Pendant ma grossesse, ma relation avec mon corps a forcément changé. Au début, ça se passait relativement bien. Et puis, petit à petit, il y a des petits bobos qui ont commencé à apparaître, mal de dos, rétention d'eau, des choses qui faisaient que je ne pouvais plus exercer un certain aspect de mon métier. Donc il a fallu, j'annonce à toutes les institutions avec lesquelles je travaillais que j'allais devoir arrêter de donner des cours, à mes élèves aussi avec qui j'avais vraiment créé des super liens et qui m'ont énormément manqué pendant cette année où je n'ai pas pu exercer. Et puis c'est vrai que tout ça, ça a nourri une certaine frustration. J'essayais de réfléchir à comment allait se passer la reprise, surtout avec mon corps qui changeait à une vitesse incroyable. J'ai fait du sport comme me l'a conseillé le médecin, c'est-à-dire des sports doux comme la natation, du stretching, des choses comme ça pour rester en forme. Je voulais accoucher pour pouvoir me remettre sur pied rapidement et reprendre un peu le sport et me remettre en condition physique. Mais malheureusement, ça ne se passe jamais comme on l'imagine. Donc moi, je me suis toujours dit oui. Fayrouz, quand tu vas tomber enceinte, tu vas pas prendre beaucoup de poids, même si tu en prends, tu vas vite perdre et tout ça, mais non, ça n'a pas été la réalité. Mon corps est différent, définitivement, oui, c'est-à-dire que là, ça fait 1 an et demi que j'ai accouché, donc je sais pas, peut-être que dans 3 ans, je tiendrai un autre discours, mais c'est vrai que je sens fondamentalement que quelque chose a changé, en bien et aussi en mal, mais bon. Et je pense qu'avec un peu de travail et puis son enfant qui devient un peu plus autonome, on continuera jusqu'à, Inch'Allah, arriver peut-être à 100%, je l'espère. Mais voilà, dans tous les cas, c'est que du bonheur. Il faut beaucoup de courage, il faut être entouré, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Mais voilà, c'est pas une fatalité en soi. Merci beaucoup Fayrouz Bani de nous recevoir chez vous. Fayrouz disait il y a quelques instants, Mariam, ça ne se passe jamais comme on l'imaginait. Ça s'est passé pour vous comme vous l'imaginiez? Absolument pas, parce qu'à la base, je voulais accoucher déjà par voie basse. J'avais fait des cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme parce que je voulais ressentir toute l'expérience. Et j'ai eu ce qu'on peut appeler une hémorragie et j'ai dû rentrer en urgence à la clinique pour dans 2 heures accoucher par césarienne. Et c'est vrai que l'expérience était fascinante parce que j'ai eu un retour émotif quelques jours après. C'est-à-dire presque en état de choc. Je ne sentais pas beaucoup mes émotions pendant 2-3 jours, entre la surprise, la frustration d'accoucher par césarienne et de voir après gérer, comme on le sait au Maroc, les personnes qui viennent vous rendre visite, la famille, les amis, etc. C'est vraiment au retour à la maison.
et un petit peu la prise de conscience que mon statut avait changé, que j'étais toute seule, il n'y avait pas l'aide des infirmières et des personnes, que réellement, là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Une nouvelle aventure, absolument. Alors, vous êtes passée vraiment de la jeune femme active, extrêmement investie professionnellement, à travers votre bureau, votre cabinet, mais également beaucoup de conférences que vous animez, des émissions auxquelles vous participez, à une maman. Donc ça fait 2 mois et demi. Oui. Vous le vivez comment ? Écoutez, c'est fascinant parce que j'ai continué à travailler un petit peu jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à l'accouchement. Peut-être les 2 dernières semaines, j'étais plus fatiguée, donc j'ai levé le pied, j'ai délégué à mes confrères, à mes consoeurs un certain nombre de missions. Le plus difficile dans une profession libérale, et moi je suis dans une profession libérale, même si je dirige une société, parce que je donne des formations, j'enseigne et comme vous le dites, je donne des conférences, c'est les engagements. Quand les engagements sont pris, vous ne pouvez pas vous défiler. Donc c'est vraiment trouver des solutions quand vous êtes fatigué, avant, après. Et c'est vrai que là, j'ai dû reprendre un peu plus tôt que prévu, parce que là aussi, c'est une question d'engagement. Dans notre métier, si on n'arrive pas à mener une mission, si les clients nous font confiance sur un agenda de 2018-2019, il faut absolument qu'on soit là. Dire qu'on on peut déléguer des choses, mais pas d'autres. C'est l'inconvénient du libéral aussi ? C'est l'inconvénient du libéral aussi, et c'est l'inconvénient de devoir être présente soi-même, c'est-à-dire dans certaines choses, comme je vous l'ai dit, aller rencontrer des clients, il faut que j'y sois, répondre à des emails aussi, même si je peux déléguer, comme j'ai dit, certaines missions de formation ou de conférences. Les salariés en général, les femmes salariées, les jeunes mamans salariées se plaignent de ces 3 mois et 10 jours de congé de maternité. Oui. Dans le libéral, on en a beaucoup moins. On en a beaucoup moins. J'ai des collègues femmes qui ont dû reprendre 3-4 semaines après leur accouchement. Pour elles, vraiment, 3 mois paraissaient comme un luxe. Mais aujourd'hui, les femmes qui allaitent, surtout, même si elles font un allaitement exclusif ou un allaitement mixte, elles trouvent des difficultés, même après 3 mois, parce que l'OMS, on le sait, recommande d'allaiter 6 mois exclusivement pendant 6 mois. Et donc, c'est difficile. Mariam est informée maintenant sur les recommandations de l'OMS. Forcément. Je vous assure que on se découvre de nouveaux centres d'intérêt. Je n'ai jamais lu quelque chose, ni vu de vidéo sur la maternité, mais j'ai pris le temps, parce que c'est très important aussi. On se sent, je tiens à le partager, des fois stupide. Moi, à la maternité, quand on me montrait comment utiliser un tire-lait, on a dû me l'expliquer 3 fois pour que je le comprenne. Alors, on m'a dit, c'est l'effet des hormones, du sommeil, ne t'inquiète pas. C'est vraiment pour les femmes d'accepter une période où on ralentit. J'ai senti que j'avais ralenti, c'est-à-dire que je n'étais pas aussi justement punchy et dynamique, et ça s'expliquait. C'est vraiment le sommeil, c'est vraiment la disponibilité pour l'autre. On est de moins en moins égoïste, et à vrai dire, à tort des fois, on n'a pas le choix, mais des amis me disaient il y a longtemps, bon, on sait que les enfants c'est une histoire de l'Mkseb, mais très souvent des amis me reprochaient le fait que j'étais trop orientée carrière et que je n'ai pas assez investi dans la famille. Moi j'aurais dit ça arrivera quand ça arrivera, mais c'est vrai que là, je sens que mes priorités changent, évidemment. Okay. Alors, aujourd'hui, vous vivez cette expérience de la maternité. Vous êtes une femme dynamique, professionnelle, mais une femme qui est en entreprise, parce qu'on va dire votre boss à vous, c'est vous-même. Oui. Mais une femme qui est en entreprise, qui a un chef, est-ce qu'elle doit lui parler de ce qu'elle devient pendant une période, juste après l'accouchement, ce ralentissement? Est-ce qu'il faut échanger sur ça? Alors, je fais partie d'un groupe de femmes qui avons justement préparé leur accouchement, et mes amies sont salariées. Et certaines de mes amies, on partage sur des groupes WhatsApp et autres, elles ont une crainte, certaines vont reprendre la semaine prochaine, elles ont justement cette crainte de sevrage, parce qu'elles se disent, on va donner notre bébé à une nounou, à notre maman, à une grand-mère, à une aide à la maison, on ne sait pas comment faire parce que bébé est fortement attaché à nous. Beaucoup de femmes, les 3 mois passent très très vite, vous savez, et elles n'ont pas le temps de réfléchir qu'est-ce qu'on va dire à notre boss. Et c'est maintenant, un peu à la veille ou quelques jours avant la reprise, qu'elles sont en train de se dire, est-ce que je prends 1 mois de plus? Est-ce que je négocie pour prendre 3 mois de plus? Et certaines... Parce qu'émotionnellement, donc psychologiquement, elles ne sont pas forcément disponibles pour s'investir professionnellement. On ne doit pas se mentir. En tout cas, je ne parle pas pour toutes les femmes, chaque cas est unique et je respecte vraiment chaque cas, mais de ce groupe de femmes dans lequel j'appartiens, une est cadre en banque, l'autre travaille dans un centre d'appel et travaille de nuit. Et la troisième
et entre le salariat et l'entrepreneuriat parce qu'elle prépare un projet. Mais les trois sont tiraillés parce qu'entre une qui n'ose pas dire à son boss parce qu'il est très strict et d'ores et déjà, il l'a appelé à plusieurs reprises pendant ces 3 mois de congé maternité pour lui demander un mail, un renseignement sur un client, comment il faut faire ça. Déjà, elle était pas toujours, disons, dans son respect des 3 mois et 10 jours. Et maintenant, il lui demande de reprendre un rythme, on va dire, le rythme d'avant. Et c'est cette reprise au rythme d'avant qu'elle n'arrive pas à accepter parce qu'il y a le temps de transport, parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Et il y a un bébé. Et il y a un bébé. Il y a un bébé. Aïcha Amrani, ça vous parle tout ça? Ben oui, je l'ai vécu dans ma vie avec mes enfants. C'était les mêmes contraintes. J'étais responsable de ma société depuis le premier accouchement. D'ailleurs, je suis tombée enceinte la première année où j'ai créé ma boîte. Et c'était un des points... 2 bébés en même temps. 2 bébés en même temps. 3 bébés, parce qu'il y avait mon mari aussi qui était là. Et donc, c'est un choix. C'est un choix difficile. Et c'est un plaisir aussi. Mais c'est difficile. Mais c'est très difficile. Je sais que c'est très difficile. On le vit dans sa chair, dans son sommeil, dans sa fatigue, dans tout. Il faut le dire. On ne peut pas le banaliser, le simplifier. Moi, je vais vous dire, moi, j'étais très heureuse de porter mon enfant et de m'en occuper. Je n'ai pas senti... Réellement, je n'ai pas senti justement cette fatigue. Je m'occupais de mon corps, je ne m'occupais pas de ça. Ça devait être un bébé sympa. Non, notre époque était différente. Donc, on s'occupait et le bébé, peut-être que c'était un bébé facile, qui faisait facilement ses nuits rapidement, parce que ça aussi, ça aide beaucoup. Oui. À partir du moment où le bébé fait ses nuits, c'est un super cadeau pour la maman. Et il faut lui apprendre à prendre ses nuits. Il y a toute une hygiène de vie qu'il faut réellement respecter. Ça intéresse, Mariam? Le décodage des nuits? On en parlera en off, parce que là, on est... mais très rapidement, je tiens à dire que les conseils aussi, c'est de respecter le rythme de bébé. Moi, je suis contre réveiller bébé pour faire quelque chose. Je suis contre le forcer à devenir rapidement quelqu'un d'autonome. Non, un bébé, ça se respecte. Certains mettent 2 mois, certains 3 mois, certains 6 mois. Il faut les respecter. Qui t'a demandé de l'aide? Oui, mais il faut l'aider, Mariam. L'aider... il faut l'aider à... Chaque cas est unique. Chaque bébé ne ressemble pas à l'autre. Moi, mon bébé se réveille 2-3 fois la nuit, des fois 4. Et des fois, il fait un seul réveil. Donc, ma foi, je me dis... Il est encore petit. Il est encore petit. Leïla, en tant que, justement, médecin, quand vous avez eu votre bébé, vous aviez déjà votre cabinet? Ah non, moi, c'était pire. Parce que moi, je suis tombée enceinte pendant ma dernière année de spécialité. J'ai passé mes examens de fin de spécialité qui étaient particulièrement difficiles en étant enceinte avec une menace d'accouchement prématuré sous forte dose de ventoline, donc c'était particulièrement difficile. Donc moi j'ai travaillé jusqu'à la fin, préparé mes examens, accouché, donc je n'ai même pas eu le temps de préparer mon accouchement ni de profiter pleinement de ma grossesse. Et puis après l'accouchement, je suis partie sur une voie basse qui s'est transformée en césarienne, donc je n'étais pas préparée psychologiquement, je l'ai très mal vécu. Et j'ai dû reprendre le travail après 1 mois parce que je devais à ce moment-là chercher mon cabinet, donc tous les préparatifs qui vont avec. Donc question repos, je ne me suis pas du tout reposée. Et mon fils a eu le chic de ne pas dormir pendant 3 ans et demi. Donc il s'est réveillé. C'est rassurant, exactement. Il se réveillait jusqu'à 10 fois la nuit des fois. Donc c'était peut-être dû au stress vécu pendant la grossesse. J'ai dû lui transmettre effectivement toutes mes ondes négatives à ce moment-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord, pour préparer l'accouchement, vivre correctement sa grossesse. C'est important. Alors le sujet fait réagir sur les réseaux sociaux. On y va pour une première question. Nous avons... Alors, j'ai un gros coup de déprime. Mon congé maternité arrive à son terme. Je n'arrive pas à retrouver toute ma motivation professionnelle. Comment faire? Comment faire, Mariam El-Helou? Vous avez une solution? Alors, j'en ai pas une. Ça dépend vraiment là aussi de chaque femme. En discutant là aussi avec des personnes qui ont repris récemment, même après 3 mois, même après 6 mois, la reprise est vécue comme une souffrance. Pas pour la plupart des mamans. Certaines des mamans sont très contentes de reprendre le travail justement parce qu'elles ont envie de sortir de la maison, parce qu'elles ont envie de retrouver leur statut de femme active. Ça dépend là aussi quel est le climat de travail qu'elles ont laissé et quel est le climat de travail qu'elles retrouvent. Si le climat était délétère avant, s'il était catastrophique, c'est évident qu'on n'a pas envie de retrouver la pression, le stress, etc. Par contre, si les relations professionnelles se passent très bien et que le travail est épanouissant,
temps, les femmes sont contentes de le retrouver, il faut le souligner. Maintenant, là aussi, ce qui se passe, c'est que la maman n'arrive pas à se détacher de son bébé et son bébé ne se détache pas d'elle. Quand une maman qui quitte son domicile voit bébé en pleurs, il est évident que tout être humain va le vivre comme une souffrance parce qu'elle culpabilise. Et cette culpabilité-là existe chez beaucoup de femmes actives. Moi, je sais que si je n'ai pas pu ramener mon bébé avec moi à Rabat aujourd'hui, j'aurais stressé énormément parce que je vais me dire, il doit pleurer, il ne doit pas accepter le biberon, comment faire? Et donc, mon esprit va rester avec bébé. C'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui dans les locaux de Médiane TV. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. On prend une autre question? Allez, on y va. On me reproche de n'avoir rien changé dans mes projets professionnels après la naissance de mon enfant. Dois-je me sentir coupable? Alors, ça aussi, ça existe. Notre société, de toute façon, nous culpabilise énormément. Je vais vous donner juste un petit exemple. Le tgmat traditionnellement utilisé pour les enfants pour les aider à mieux dormir. Moi, j'ai refusé de le faire. L'emmaillotage. J'ai refusé de le faire pour mon enfant, alors qu'on m'a dit, mais tu imagines, ses jambes vont rester arquées, il ne va pas dormir suffisamment, ses bras lui font peur, etc. Des fois, le regard de l'autre et les avis de l'autre nous culpabilisent tellement que si on ne met pas de frontières, les gens vont nous culpabiliser si on reprend rapidement et les gens vont nous culpabiliser si on ne reprend pas rapidement. Parce qu'on va nous dire, eh ben, qu'est-ce que tu as fait de tes études, de ton travail, etc. Donc, il faut s'écouter. Il faut surtout écouter sa voix intérieure. Mon bébé a besoin de plus de moi. J'essaie de négocier 3 mois supplémentaires à la moitié de mon salaire. Je sais que des entreprises font ça. Si mon manager est suffisamment averti, s'il est lui-même papa ou s'il a un sens d'empathie, il va se dire, je vais offrir à cette personne un peu plus de télétravail. Je vais l'encourager à faire du télétravail pour rester proche de son enfant. Un petit mot de la fin? Alors, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Moi, je découvre encore. Je reviendrai régulièrement vous raconter mes chroniques. Avec plaisir, mais je veux dire à toutes les mamans qui vivent comme moi cette transition de vie, parce que c'est une transition, il faut se faire confiance, écouter son intuition, lire autant que possible, regarder des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, parce que ça nous déstresse énormément. Moi, ça m'a déstressée. Et se dire qu'on a le droit de faire des erreurs, comme l'ont fait nos parents, et qu'on avance dans notre vie de maman. Profiter de cette belle aventure de la maternité. Absolument. Surtout. Merci beaucoup, Madame Lehlo, consultante en développement personnel et management et DG de Compétences Plus et un peu plus aujourd'hui, puisque c'est aussi la jeune maman qui était avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on continue notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être accompagnée de toutes ces femmes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on reçoit aussi des hommes, mais aujourd'hui, on a vraiment un plateau féminin. On va retrouver notre superbe femme de la semaine. Elle est inspirante. C'est Aïcha Lamrani, la toute jeune présidente de la FEM. Mais juste après une courte pause. Et ça continue sur Médiane TV dans On se dit tout aujourd'hui. Nous sommes le samedi, alors nous avons parlé de quoi? De l'aliment de la semaine, c'était le miel. Au boulot avec Merim Lehlo, comment reprendre après l'arrivée de bébé. Et puis place tout de suite à la super femme de la semaine. Elle est inspirante, elle s'appelle Aïcha Amrani, présidente de la FEM. Aïcha Amrani, bonjour. Bonjour. Marhababik, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes la toute jeune présidente. C'est un plaisir, madame, de vous avoir. Vous êtes la toute jeune présidente de la FEM. On va discuter un petit peu avec vous de votre parcours, ce qui vous a amené entre 2000, l'année de la création de l'association, à 2018 à devenir enfin présidente. Mais juste après ce petit tour chez vous réalisé par nos équipes. Merci. Aïcha Lasri Amrani, PDG de la société Sadas Assurance. Une société que j'ai créée en 1980, qui a aujourd'hui une place privilégiée dans le domaine des assurances. Je suis membre fondateur de la FEM, Association des femmes chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de vous accueillir dans l'enceinte de notre incubateur, l'incubateur de la FEM. Cet incubateur que nous avons créé uniquement pour les femmes, il est au féminin et c'est le premier incubateur installé au Maroc et dans la région MENA. C'est un incubateur que j'ai créé avec la présidente fondatrice de la FEM, Madame Salwa Karkari. On a eu l'avantage de faire sortir des femmes extraordinaires qui étaient accompagnées, suivies, qui aujourd'hui sont de vraies femmes chefs d'entreprise. C'est un événement familial qui m'a poussée à aller vers le social, comprendre l'autre,
travailler avec l'autre, l'aider, le comprendre, l'accompagner. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quel plaisir de recevoir un sourire, un regard, une sympathie. Et aussi, ça me permet de transférer tout le savoir que j'ai pu acquérir tout au long de ces années en exerçant du social. Ma vision d'avenir, c'est de construire ensemble, hommes et femmes, un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants et pour toutes les générations futures. Pour un Maroc prospère, un Maroc digne de ces femmes et de ces hommes. Madame Aïcha Amrani, présidente de la FEM, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, l'aventure avec la FEM a commencé il y a 18 ans. C'était en 2000. Racontez-nous le début. D'abord, ça me fait plaisir d'être avec vous sur ce plateau, débattre de différents sujets. Je suis ravie d'être avec ces jeunes dames, chacune dans son domaine, et surtout parler de la maternité, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je suis passée par les différentes péripéties qui ont été annoncées. J'avais vécu les mêmes contraintes et les mêmes difficultés en étant femme chef d'entreprise. Et je devais reprendre mon travail parce que j'avais mes clients. J'imagine que beaucoup de femmes que vous rencontrez aussi à travers la FEM vivent ces expériences-là à travers la maternité. Toute femme qui accouche va passer par ces étapes-là. Parce que c'est un réseau aussi humain, c'est un réseau d'échanges, de discussions entre femmes. Ce n'est pas uniquement monter une entreprise, mais qui est l'humain derrière l'entreprise. Tout à fait, c'est perpétuer la vie. C'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. On revient il y a 18 ans ? Oui, on revient il y a 18 ans à la FEM, quand la FEM, c'était une volonté d'avoir une association, une grande association, une association forte par ses membres. Mais c'est venu d'où ? Cette volonté, elle est venue comment ? L'idée est venue comment ? L'idée, elle est venue juste par l'arrivée d'une délégation qui est venue du Canada. Et nous avons été conviés à la CGM pour les recevoir. Et on n'était pas nombreuses à les recevoir. Moi, personnellement, et Salwa, on était un peu frustrés de ne pas avoir toute une délégation de femmes autour de nous, comme celle qui était présente ce jour-là. Et donc, on a beaucoup échangé avec ces femmes. Et elles nous ont expliqué comment elles sont réunies autour de leur fédération. Elles venaient de différents secteurs. Elles étaient étonnées de ne vous voir que toutes les deux ? Elles ne l'ont pas exprimé, mais ça s'est exprimé parce qu'elles sont venues avec des cadeaux, plusieurs cadeaux, pensant qu'il y a des femmes qui allaient venir. Cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de femmes chefs d'entreprise. Il y avait, mais on n'avait pas à l'époque l'esprit associatif. Vous voyez, donc il fallait le créer, il fallait donc aller à l'associatif. Et donc l'idée est sortie, Salwa vraiment a tout de suite réagi. Salwa Karkari, tout de suite réagi et l'association a vu le jour. C'était donc en 2000. Avec de grandes dames. Avec de grandes dames, absolument, en 2000. Alors, on se pose quand même la question, vous êtes membre fondateur, vous faites partie du premier bureau de 2000, et vous avez attendu 18 ans quand même pour en être présidente. Oui. Pourquoi ? D'abord, il fallait connaître l'associatif au sein de l'entreprise. Et il fallait apprendre avec ces grandes dames-là qui avaient un background important comme chef d'entreprise. Et j'avais pas à l'époque la volonté d'aller à l'associatif parce que j'avais des responsabilités, comme je vous ai dit. Et par la suite, j'avais les événements familiaux qui étaient arrivés, qui ont bloqué un petit peu mon élan d'aller vers la présidence. Et il y avait d'autres femmes qui se sont présentées pour être présidente. Il fallait respecter le choix. Il faut attendre le bon moment. Attendre le moment. Quand je me suis sentie prête aujourd'hui, aujourd'hui, je dis au moment où j'ai présenté ma candidature, je suis une femme engagée et j'ai dit, je vais y aller, il faut que je réussisse. Voilà. Okay. Cela n'empêche pas que j'étais très active tout au long de ces 18 ans. J'ai travaillé avec toutes les
les précédentes présidentes. J'étais vice-présidente. J'étais d'abord secrétaire générale avec Salwa. Vous avez toujours été vraiment impliquée. Mais la présidence, ça change quoi? La présidence, c'est une lourde responsabilité, c'est un engagement, c'est une, comment dire, c'est une entreprise à gérer, en fait. Donc, tout le poids de la entreprise avec plusieurs entreprises, avec plusieurs entités, quand même. Oui, oui. Les incubateurs, les femmes que vous accompagnez. Tout à fait. C'est plusieurs projets à la fois. Donc, il faut gérer tout ça. Et chaque présidente arrive avec son agenda. Avec un plan d'action. Avec un plan d'action. Avec un plan d'action. Et elle associe, bien sûr, des femmes avec elle, parce que toute seule, on ne peut pas y arriver. Vous êtes entourée de jeunes femmes pour votre mandat? Oui, effectivement, je me suis faite entourer de jeunes. Je crois en la jeunesse et je voulais absolument aller avec elle. Mais pour aller réellement dans le bureau, il y avait des conditions dans le statut qui imposaient à ce que ces jeunes femmes aient beaucoup plus d'expérience, au moins 2 ans avant d'atterrir au bureau et travailler étroitement avec la présidente. Vous avez 3 ans pour votre mandat? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Eh bien, bon courage. Merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre femme inspirante. Je vous en prie. De la semaine. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Leïla Ben Ammar. À mon tour. À votre tour, gentiment. Pardon, mais votre avis sur l'AFEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc, est-ce qu'un médecin est considéré aussi comme un chef d'entreprise en quelque sorte? C'est la question que je voulais poser réellement et de me dire, est-ce qu'on pourrait être considéré comme des chefs d'entreprise à toute petite échelle, étant donné que vous pouvez bénéficier de l'AFEM? Ah, ça, c'est une question que j'aimerais bien poser. Je réponds. C'est un choix. Nous avons choisi au départ d'être réunis en tant que femmes chefs d'entreprise. Mais Leïla, est-ce qu'elle peut vous joindre se joindre à vous en tant que médecin? Je réponds. Si elle a un cabinet, c'est une petite entreprise. Pardon. Je réponds. Pas les professions libérales. D'accord. Donc il faut être constitué en société. Avoir un registre de commerce, répondre aux conditions d'une femme chef d'entreprise. Ok. Voilà. Alors on y va pour les questions des téléspectateurs. On y va pour la première. Une femme qui donne autant aux autres n'est-elle pas généralement déçue par les autres? 18 ans de don de vous-même? Pas du tout. Au contraire. Moi, je vis mon expérience à la FEM comme un apprentissage continu. Chaque présidente arrive avec un plan d'action, avec une vision, avec des missions. On peut les accepter comme on peut les refuser, mais l'intérêt, c'est de renforcer la structure de la FEM. Il faut que la mais FEM... humainement, derrière la FEM, la femme que vous êtes, Aïcha Amrani. La femme que je suis, je lance juste un appel. Il faut que les femmes sachent travailler avec les femmes. C'est un peu... On dit souvent que les femmes sont dures entre elles. C'est vrai? Je ne sais pas pourquoi, parce que réellement, il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est de réussir son action dans l'associatif, tout simplement. C'est du bénévolat. Bon, maintenant... Vous l'avez jamais vécu, ça? C'est on va dire, guerre féminine? Bataille féminine? Moi, je n'appelle pas ça guerre féminine. Donc, vous ne l'avez jamais vécu? Non, je ne l'appelle pas guerre féminine. On peut, même avec les hommes, on ne peut pas toujours être d'accord. Bien sûr. Mais il faut trouver le moyen d'équilibrer les avis et aller de l'avant, regarder l'intérêt et pas s'attarder sur les... Quelquefois, bon, il y a des crises un petit peu de jalousie ou des crises... mais ça passe. En général, il faut les passer. Autrement, je ne serais pas restée 18 ans. 18 ans. Et plus les années à venir aussi. Et plus les années à venir, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Un petit mot pour la relève. La relève. Il faut absolument que les femmes, d'abord, moi j'appelle un appel solennel aujourd'hui. La FEM, c'est une structure, c'est une institution, c'est une plateforme d'échange très importante pour les femmes. Je dis aux femmes, chefs d'entreprise, ne restez pas isolées. Vous avez des contraintes, vous avez des problèmes, venez les partager. On est toutes ensemble. La FEM n'appartient à personne.
ni au bureau, ni à la présidente, ni au conseil d'administration. Elle appartient à ses membres. Et je dis à ses membres, venez, donnez vos avis, partagez, être actrice, justement, pour le renforcement de l'entrepreneuriat féminin. Et ce qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on développe davantage la création d'entreprises au féminin. Elle s'est affaiblie ces dernières années. Ça, c'est une autre problématique. Oui, c'est une autre problématique qu'il faudrait un petit peu revoir et en faire revenir pour nous en parler justement. Inch'Allah. En tant avec plaisir, avec plaisir. Merci infiniment à Aïcha Amrani. Merci beaucoup. Vous êtes présidente de la FEM. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Merci. Alors, on reste ensemble sur Média TV. C'est pas fini, mesdames. Merci beaucoup. Leïla Ben Ammar se prépare. C'est à vous en effet maintenant. Vous êtes dermatologue et le point avec vous sur un sujet. Et c'était important d'en parler pour sensibiliser les gens à l'apparition de ces plaques sur le corps. Ce n'est pas forcément un eczéma. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un eczéma exactement? C'est notre sujet du jour avec vous, bien-être santé. Leïla Ben Ammar, vous êtes dermatologue. Merci beaucoup d'être là. L'eczéma ou les eczémas, qu'est-ce que c'est exactement? On regarde d'abord une petite animation et on revient sur le plateau. Ça gratte, ça démange de la tête aux pieds. Quand le corps est envahi de plaques rouges, c'est le signe que l'eczéma en a pris possession. Cette pathologie est une réaction allergique de la peau parmi les plus répandues. Et au niveau esthétique, c'est la catastrophe. Car en effet, dès le début de l'éruption cutanée, l'individu voit apparaître sur sa peau des petites vésicules. Des plaques rouges délimitent ensuite les zones touchées et avec le temps, des croûtes de peau sèches envahissent l'épiderme. Le symptôme le plus désagréable reste celui des démangeaisons. Il peut même provoquer chez certains des crises d'angoisse. Les spécialistes, pour leur part, définissent l'eczéma selon deux grands types. Le premier, dit atopique ou familial, atteint souvent les enfants avant l'âge de 5 ans et peut être transmis par l'un des parents porteurs du germe. Quant à l'eczéma de contact, il concerne généralement les adultes. Comme son nom l'indique, il apparaît au contact de matières ou de produits irritants. Il peut s'agir aussi d'irritants aériens comme la fumée de cigarette, le pollen ou les acariens. Le stress contribue également à la manifestation de l'eczéma qui revient ponctuellement par poussée. Il est conseillé aux personnes susceptibles de contracter un eczéma de privilégier les nettoyants de peau sans savon, de réduire le temps d'exposition au soleil et de porter des vêtements en coton au lieu des matières synthétiques. Et surtout, il est conseillé d'abuser des cures thermales. Et croyez-le, les résultats sont surprenants. Alors, les cures thermales, c'est une bonne idée? Ça vous fait sourire en tant que médecin? Ça me fait sourire parce que j'aurais tellement voulu que ce soit aussi simpliste en fait, qu'on puisse résumer aussi simplement le problème de l'eczéma, mais on ne peut pas parler d'un eczéma puisqu'il y a des eczémas dont la dermatite atopique qui vient d'être signalée, dont l'eczéma atopique, l'eczéma de contact, pardon, tout en sachant... Mais nous sommes une émission grand public. C'est très bien, donc voilà. Je vais essayer de simplifier quelque chose qui est compliqué. Mais on a réussi grâce à notre animation. C'est très bien. Absolument. Déjà, ça donne une idée qu'il n'y a pas qu'un eczéma, qu'il y en a deux, mais malheureusement, il n'y en a pas que deux. Il y a plusieurs eczémas. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, voilà, Dr Leïla Ben Ammar, je vais essayer donc de transmettre en essayant de simplifier au maximum. Donc, effectivement, ils ont scindé un petit peu en deux problèmes. L'eczéma atopique, où l'eczéma, il y a une composante héréditaire, c'est-à-dire une prédisposition génétique, mais pas que, parce qu'il y a aussi des problèmes de barrières cutanées qui sont héréditaires. Il y a aussi des problèmes de l'environnement. Donc, il n'y a pas que des problèmes internes, mais il y a aussi des problèmes extérieurs. Il est vrai que le plus souvent, ça survient chez des enfants dont la manifestation commence à partir de l'âge de 3 mois. Mais pas que, puisque même l'adulte peut faire une dermatite atopique. Donc, on ne peut pas dire parce qu'il est jeune, il fait une atopie, et parce qu'il est adulte, il fait un eczéma de contact. Et un atopique peut faire un eczéma de contact. Donc, c'est très mitigé, c'est très compliqué. Alors, on y va justement petit à petit. Est-ce qu'un eczéma, c'est une allergie? Pas forcément. Alors, l'eczéma, c'est ça l'erreur? C'est une grande erreur. L'eczéma, c'est un symptôme, c'est une manifestation dermatologique
cliniques qu'on va percevoir. Le dermatologue, il va voir le patient, il va dire d'abord c'est quoi ces lésions que présente le patient. C'est pas parce qu'on a des plaques rouges vésiculeuses que c'est de l'eczéma. Donc déjà, il faut poser le diagnostic d'eczéma. Et donc quand on pose le diagnostic d'eczéma qui est juste un symptôme, c'est comme pour simplifier la toux. Quand on a une toux, c'est pas une maladie, c'est une expression clinique de plusieurs maladies. L'eczéma, c'est la même chose. C'est l'expression clinique de plusieurs problèmes, dont des problèmes d'allergie. Mais vous savez, sur certains sites internet, parce que c'est là où on va chercher l'information lorsqu'on prépare une interview, on parle de l'eczéma comme Systématiquement une maladie. Et pas comme un symptôme. C'est une maladie. C'est décrit comme étant une maladie. Effectivement, c'est une maladie, mais qui n'est pas forcément allergique. Mais par exemple, lorsqu'on parle de la fièvre, on sait que c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Là, c'est clairement écrit. La fièvre n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Oui. Mais là, l'eczéma est décrit comme étant une maladie. Moi, je décrirais l'eczéma comme un symptôme, parce que nous, en dermatologie, on raisonne en lésions élémentaires. C'est-à-dire que quand je vais voir une plaque qui est constituée d'une certaine manière, je vais dire c'est une plaque d'eczéma. Après, la difficulté, c'est de savoir quel type d'eczéma et est-ce qu'il est allergique ou est-ce qu'il n'est pas allergique, parce que des fois, on peut se lancer dans des bilans paracliniques qui sont coûteux, qui ne sont pas forcément nécessaires. Celui qui est systématiquement allergique, c'est l'eczéma de contact. La dermatite atopique aussi, c'est produits ménagers, nickel, etc. Beaucoup de choses, les eczémas professionnels, les eczémas avec les produits cosmétiques. Mais ça, c'est facilement repérable quand même pour le spécialiste. Parce que même le patient ou la patiente sait à quel moment elle a fait ou il a fait telle réaction. D'où la nécessité d'un bon interrogatoire, d'un bon examen clinique, éventuellement à compléter par des bilans, ce qu'on appelle nous les patch tests ou des tests dermatologiques, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le dos du patient des produits dont une batterie standard et des fois des produits qu'utilise le patient pour pouvoir dire est-ce qu'il réagit à ces produits. Exact. Mais lorsqu'on a des réactions positives, ça ne veut pas dire qu'il a réagi à ce produit, ça peut être une sensibilisation ancienne. C'est assez compliqué, c'est-à-dire il faut faire un bon interrogatoire, un bon examen clinique, complété par des tests allergologiques lorsque cela est nécessaire. Mais par exemple, dans ce qu'on appelle, nous, les dermatites irritatives ou les eczémas irritatifs, c'est la plus grande partie des eczémas. C'est par exemple les gens qui ont toujours des mains qui sont sèches, qui sont abîmées, qui sont crevassées, qui sont fissurées. C'est de l'eczéma également, mais ce n'est pas un eczéma allergique, c'est un eczéma irritatif qui est dû à la manipulation de produits physiques ou de produits chimiques en permanence et qui fait que la plupart des gens peuvent vivre cette expérience, mais quand on va faire des tests allergologiques, ils seront tout à fait négatifs parce que ce n'est pas un phénomène allergique. Ok. Alors Leïla Ben Ammar, justement, est-ce que le risque avec ça, c'est l'automédication? Parce que les gens ne viennent pas forcément consulter dès l'apparition d'une plaque. Il y a de l'automédication et donc ça peut compliquer la réaction et puis ça peut aussi retarder la prise en charge. Exactement, puisque le problème qu'on a justement, c'est que les gens s'automédiquent avant de venir consulter. Or, en dermatologie particulièrement, on raisonne en termes de lésions élémentaires, c'est-à-dire une lésion récente. Il faut qu'on voit une lésion tout à fait neuve, tout à fait récente, non manipulée ni par le traitement, ni par le temps, ni par les grattages, pour pouvoir faciliter déjà le diagnostic. Ouais, mais donc ça va passer. En général, on se dit ça va passer. Vous savez, l'eczéma, ça ne passe pas s'il n'y a pas une prise en charge en bonne et due forme. Ouais. Donc, le premier problème, c'est que voilà, automédication veut dire dénaturation des lésions ou aggravation des lésions. Et puis, on peut aussi avoir des aggravations en utilisant des produits inadéquats qui pourraient entraîner des surinfections des lésions. Donc, effectivement, là, à ce moment-là, je reçois souvent des eczémas surinfectés. Donc, je suis obligée de passer par l'étape de traiter l'infection, puis traiter l'eczéma, puis aller faire des analyses. Donc, ça retarde effectivement la prise en charge. Parfait. Madame El Hello, ça vous fait réagir ce sujet? Oui, parce que j'en ai souffert il y a quelques années. Je sais que c'est très dérangeant, justement à cause des problèmes de grattage. Et aujourd'hui, avec bébé, c'est pas exactement l'eczéma, mais c'est des problèmes de peau et qui sont stressants parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Donc c'est vrai que la vie médicale est très importante. J'évite de me prendre des médicaments ou donner des médicaments parce qu'on ne connaît pas les effets secondaires. Donc aller voir un bon médecin s'impose. Je vous voyais très intéressée par le sujet, Aïcha Lamanani également. Oui. Enfin, l'eczéma, c'est une maladie qui m'a toujours inquiétée. Vous en avez souffert? Non. Non, alhamdoulilah. Non, alhamdoulilah, j'en ai jamais souffert. Donc, je ne connais pas très bien les conséquences ou les traitements adéquats. Mais j'ai vu d'autres personnes souffrir avec et ça m'a interpellée. Alors, ça interpelle également nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux. On y va pour une première question, docteur Ben Ammar? Allez, on y va. Parfait. Donc, les causes sont tellement nombreuses que cette maladie semble être une fatalité. Est-ce que c'est le cas? Non.
ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir des formes assez sévères et assez récalcitrantes d'eczéma, il faut le dire. Mais par exemple, lorsqu'on a posé un bon diagnostic, déjà, est-ce qu'il s'agit de dermatite atopique ou d'eczéma de contact ou de dermite irritative ou autre type d'eczéma, on va gérer en fonction de chaque type d'eczéma. Maintenant, la fatalité, c'est de perdre patience et de ne pas suivre les consignes du médecin. Par exemple, dans le cadre de la dermatite atopique de l'enfant, il faut une hydratation à vie avec des produits adaptés, avec des gels douche adaptés, avec une certaine hygiène de vie que les parents ne suivent pas forcément. Quand ils voient que leur enfant va mieux, ça peut passer, c'est-à-dire que l'évolution peut se faire soit vers l'amélioration, la stabilisation ou l'aggravation. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de facteurs environnementaux et de la prise en charge. Le pilier de la prise en charge, par exemple, de l'atopie, c'est l'hydratation au quotidien. Et ça, on a du mal à passer ce message, malgré qu'on explique aux parents. Ils finissent par se fatiguer, par se lasser. Il faut garder le souffle du suivi. Il faut garder, c'est un marathon. Moi, je leur dis, c'est pas une course, c'est pas du 100 mètres, c'est un marathon. Il faut apprendre à hydrater à votre enfant tous les jours et lui apporter le ciment nécessaire pour sa peau. Quand on fait un eczéma de contact, par exemple, ce n'est pas une fatalité. Lorsqu'on trouve l'agent responsable, des fois, on va aller jusqu'à des reclassements professionnels. Et donc, on peut complètement guérir le patient. Exactement. Pour les dermites irritatives, quand on dit aux femmes mettez des gants, mais j'ai du mal à convaincre une femme marocaine de mettre un gant. Pour la vaisselle, je ne sais pas travailler. Ben, madame, vous devez apprendre si vous voulez retrouver des mains normales. C'est ça. On va prendre une autre question. On y va. Rapidement, quand même. Alors, atteindre d'un eczéma dû au stress, la solution réside-t-elle dans un changement professionnel ou dans le traitement médical et ou psychologique? Est-ce qu'il y a des eczémas, je vais y arriver, dus au stress? Oui. Nous avons souvent des patients, en fait, l'eczéma n'est pas dû au stress, il peut être déclenché par le stress. On ne peut pas dire le changement professionnel, ça va être un choix du patient, mais il ne peut pas bénéficier d'un reclassement professionnel, sauf dans le cas d'eczéma de contact professionnel avéré. Sinon, moi je dis aux patients, s'il y a quelque chose qui vous dérange, on ne peut pas gérer votre stress à votre place. On peut l'aider, on peut l'accompagner, mais par exemple, moi j'avais vu le témoignage d'une femme sur une émission française, une émission de santé, qui était complètement guérie de son stress quand elle a changé son prénom. C'est une femme qui vivait très 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 mal son prénom, et le jour où elle a changé, c'est ce jour-là où elle n'a plus d'eczéma. Et j'ai eu des patients qui sont bien. Donc il faut un accompagnement psychologique, vous pensez? Des fois, quand c'est nécessaire. Ouais. Pourquoi pas? Parce que vous savez, vers ça? Très souvent, l'impact du système neurologique sur la peau est très important, parce qu'il faut savoir que la cellule qui a donné le cerveau et la peau, c'est la même cellule qui a été divisée en deux. Donc tout ce qui est neurologique retentit sur la peau et tout ce qui est cutané retentit sur le système neurologique. Il faut prendre en considération le profil psychologique et le côté psychologique des patients, c'est important. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'avoir animé avec moi l'émission aujourd'hui, de l'avoir faite pour nos téléspectateurs. Je rappelle que j'étais avec Mme Lehlou, consultante en développement personnel et management et DG de Compétences Plus. Aïcha Lamrani, présidente de l'AFEM, Leïla Ben Ammar, dermatologue. Nous avons eu également le témoignage de Feyrouz Chbani, championne du Maroc en gymnastique, professeure de ballet fit Zumba et fondatrice du Bin Swim Run. Merci beaucoup, mesdames. C'était un super samedi matin avec vous. Merci. On se retrouve prochainement. Promis, vous revenez avec bébé cette fois-ci, Mariam? Inch'Allah. Parfait. Allez, très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Vous êtes avec nous sur Média TV. Merci à toute l'équipe en régie et à Tanger et à Casablanca, bien sûr, en passant par Rabat. Au revoir, à demain.